Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Amavi Kwevi, Sewa Wilson et de notre éditorialiste Daouda Tal. L'actualité économique à présent, 7548 projets industriels n'ont pas été réalisés entre 2005 et 2015 en Tunisie. Un chiffre qui en dit long sur les méthodes appliquées par les autorités pour accompagner les entreprises à réaliser leurs projets. Explication avec Amira Benjabala Jean-Pierre. En Tunisie, ce sont en moyenne 600 projets industriels par an qui ne sont pas réalisés. Il s'agit des conclusions d'une étude de l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Cette faiblesse du niveau de réalisation des projets déclarés s'expliquerait par la complexité et longueur des procédures administratives, par un climat des affaires peu encourageant, mais aussi par l'absence d'un organe de contrôle efficace et rigoureux. Il y a lieu de demander à l'administration, aux entreprises publiques, d'être soumises à ce qu'on appelle un contrôle de gestion. Le contrôle de gestion va, en plus des contrôles normaux, financiers, etc., va regarder le taux de réalisation de ce qui a été approuvé dans les différents conseils, dans les différents comités d'investissement. Entre 2005 et 2015, plus de 7500 projets n'ont pas été réalisés. Ils devaient pourtant permettre l'employabilité de 236 000 personnes et cumuler un montant d'investissement de 12,5 milliards de dinars tunisiens. Le manque à gagner pour la Tunisie est plus que considérable. Si l'État lui-même n'arrive pas à réaliser ses projets, si l'API, qui est une agence gouvernementale, n'arrive pas à réaliser ses projets, si le budget de l'État n'arrive pas à être réalisé dans un pays quand même qui a recours à la dette. Vous savez, nous nous endettons pour ces projets. Donc, on paie de toute façon des intérêts pour tout ça. Et si on ne réalise pas en plus, c'est un surcoût qui n'est pas tolérable. La plupart des projets non réalisés concernent le secteur de l'industrie agroalimentaire, suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques. Alors, 7548 projets industriels perdus à cause des procédures administratives. Monsieur Wilson, comment réduire les lourdeurs administratives ? Réduire les lourdeurs administratives, ce débat sur des projets en Tunisie qui sont, je crois, c'est 600 projets qui sont par an. Le débat sur les lourdeurs administratives, je pense que c'est un faux débat parce que ça existe un peu partout. Même ici en France, on a des projets qui traînent à cause des lourdeurs administratives. Je pense beaucoup plus en Tunisie, ils ont un problème sur le financement. Déjà que le budget annuel qui est de 5 000 millions de dinars n'est pas suffisant pour pouvoir justement financer ces projets-là, leur permettre d'aller jusqu'au bout. Ils ont un problème déjà sur le financement et il y a aussi le fait qu'en Tunisie, ils n'ont pas de mécanisme pour pouvoir rapatrier les fonds, c'est-à-dire lever des fonds, sinon émettre des obligations pour leur permettre justement de mener à bien ces projets au bout. Donc les lenteurs administratives, je pense que c'est un faux débat sur les projets qui ne vont pas au bout. Bon, oui. C'est la principale raison. Oui, c'est la principale raison et je pense qu'il faut quand même y remédier. Je pense que ce que Sewa Wilson veut dire, c'est que c'est pas que le cas de la Tunisie, ça existe un peu partout effectivement. Donc il faut une administration performante et ça pose la question du rôle des agents publics, du rôle même de la fonction publique, de l'efficacité et l'efficience de la fonction publique. En règle générale, en Afrique, en Tunisie comme ailleurs, cette question-là n'est pas vraiment posée. Il faut des solutions à ce niveau-là. Et je noterai également un paradoxe. Quelque part, on sait que la Tunisie, dans le classement du Doing Business, si je ne me trompe, 2017, est classée 77e. Dans les tout 10 premiers en termes d'efforts, etc., en Afrique. Donc la Tunisie est dans le Doing Business, même devant le Qatar et la Chine. Hein, et aujourd'hui, ces pays-là affichent des projets qui sont réalisés, de beaux projets. Donc quelque part, je me demande déjà la pertinence de cet indicateur.
vis-à-vis de cette information qu'on traite aujourd'hui. Donc je pense que le problème, il n'est pas forcément de faire la course vers les places dans le doing business, mais le problème, c'est véritablement d'adapter les stratégies de développement au contexte local, de faire en sorte d'avoir une administration performante, de pouvoir attirer les investissements vers des projets créateurs d'emplois. C'est ça la véritable question, et ça c'est en premier lieu la volonté politique. En parlant d'emploi, justement, ces projets devaient permettre l'employabilité de 236 000 personnes. Monsieur Koivi, c'est en quelque sorte une aubaine gâchée par la Tunisie, finalement. C'est dommage, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas mettre en place les infrastructures, les entreprises, faciliter leur création pour pouvoir embaucher autant de main-d'œuvre qui attendent. C'est dommage. Donc, le problème, c'est certainement, je suis d'accord avec Daouda, qui dit que et avec Sewa aussi, parce qu'en fait, je pense que c'est un problème de compétence, c'est un problème d'organisation. Compétence et organisation. Je me demande aussi s'il s'agit de projets viables, utiles pour le pays. Donc, il y a lieu de revoir le dispositif, la stratégie, peut-être sélectionner, mettre en exergue les projets prioritaires, les projets qui sont attendus, ceux qui vont pouvoir supporter l'économie ou porter l'économie tunisienne. Mais une dernière chose, si vous permettez, c'est qu'il faut améliorer le climat d'affaires, comme on dit. Il faut une dernière chose, il faut dire aussi que dans la plupart des pays africains, les gouvernements mettent les bâtons dans les roues des investisseurs nationaux. Donc, il faut faire confiance aux investisseurs nationaux, leur faciliter les investissements, parce que si ça se peut, ce sont des projets qui n'intéressent pas les investisseurs internationaux. Donc, il faut se tourner vers soi pour dire, mais voilà, ces projets, dans quelle mesure on peut les financer au plan national. Merci, Monsieur Koivi. Dans l'actualité économique également, 93 000 emplois ont été créés au 4e trimestre 2016 en Afrique du Sud. Conforté par ce résultat, le PND ambitionne de ramener le taux de chômage à 14% sur le long terme. Ibrahima Diomaba. Malgré le ralentissement économique en Afrique du Sud, le chômage a reculé au cours de l'année 2016. Selon Statistics South Africa, pas moins de 93 000 emplois ont été créés au 4e trimestre. Les responsables en charge du secteur s'en réjouissent, même s'ils restent prudents sur la stabilité de la courbe du chômage. Il est vrai que l'emploi est en plein essor, mais dans un sens plus large, nous n'avons pas véritablement évolué, car les élections locales que nous avons récemment organisées ont créé des emplois temporaires, 63 000 au total. À cela s'ajoutent les emplois créés dans l'enseignement supérieur. Donc, quand on fait le compte, il nous faut encore plus d'efforts pour consolider le secteur de l'emploi. Selon les services de statistiques South Africa, les objectifs de création d'emplois du plan national de développement ne seront pas atteints. Le PND a prévu de ramener le taux de chômage à 14% sur le long terme. Pour les observateurs, il faut d'abord relancer les secteurs pourvoyeurs d'emplois comme l'industrie. Dans le secteur industriel, seuls 3 000 emplois ont été créés d'après notre décompte. Mais quand on fait un pas en arrière, ce même secteur a créé 23 000 emplois en 2015. Cela donne à réfléchir. Il est important aujourd'hui de donner une nouvelle dynamique à l'industrie. L'Afrique du Sud, secouée par une crise institutionnelle sur fond de corruption, fait face à une forte baisse de sa croissance économique. Son plan national de développement envisage 24 millions d'emplois d'ici à 2030. Les dernières estimations du gouvernement prévoient une croissance de 0,5% cette année, contre 1,3% en 2015, à cause notamment de la forte sécheresse qui a affecté la production agricole ces derniers mois et de la baisse des cours des matières premières. Monsieur Wilson, compte tenu de ce qu'on a entendu dans le reportage, on a l'impression que c'est une fausse bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud. Fausse bonne nouvelle, oui, le terme est même approprié. On parle surtout là de la première économie du continent qui traverse des turbulences tant sur l'industrie, sur tout ce qui est agro et aussi sur le secteur minier. Ce qu'il faut rappeler, même si des promesses d'emploi ont été faites par le gouvernement ou encore par d'autres entreprises, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Afrique du Sud ne produit que 0,5%
1% de croissance, en tout cas ce qui est estimé pour cette année. C'est très faible pour un pays qui veut en tout cas remettre des gens sur le marché de l'emploi. Et encore une chose, les entreprises en Afrique du Sud sont un peu réticentes sur le fait d'employer. Déjà qu'elles ont licencié massivement à cause de la baisse du coût des matières premières, ils ont licencié massivement dans le secteur industriel, secteur minier surtout, qui emploie des centaines de milliers de personnes en Afrique du Sud. Mais encore, cerise sur le gâteau, c'est que le gouvernement sud-africain, je ne sais pas si la promesse a déjà été tenue, où il devait fixer en tout cas un salaire minimum à plus ou moins 200 euros. Ce genre d'initiative, sinon ou encore ce genre de réglementation ne permettront pas en tout cas aux entreprises qui auparavant avaient licencié de pouvoir avoir envie de recruter de nouveau, parce que qui dit salaire minimum dit charges et autres. Donc entre les licenciements massifs, les problèmes industriels et là encore une nouvelle réglementation sur les salaires qui sont fixés en Afrique du Sud, je pense que comme vous l'avez dit, c'est une fausse bonne nouvelle. Daouda. Oui, je crois que un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un géant en Afrique, devrait quand même montrer l'exemple en termes de création d'emplois. C'est juste une information qu'il faut prendre de manière un petit peu triste, parce que l'Afrique du Sud, c'est une locomotive, surtout dans la région. Donc je pense qu'il y a les problèmes d'énergie aussi, la facture pétrolière. À un moment donné, il y a eu des grèves dans les années passées, au niveau de l'industrie aussi minière. Donc je pense que tous ces facteurs concourent à donner le résultat négatif que l'on connaît aujourd'hui. Une croissance de moins d'1%, ça reste très faible. Et ça reste très faible pour un pays comme l'Afrique du Sud. Mais moi, ce qui va m'intéresser surtout pour finir, ce sera cette disparité qu'il y a entre l'emploi des Blancs, on va dire, qui historiquement géraient le pays, et les jeunes noirs aujourd'hui. Quand ce taux de chômage cache bien des disparités, il est beaucoup plus important chez la population noire que la population blanche. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de rééquilibrer tout ça. Ça passe par l'éducation, ça passe par la formation. Et la nation arc-en-ciel mérite quand même plus d'équité. Alors, 20 milliards de naira, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des obligations vertes que prévoit d'émettre le Nigeria au premier trimestre 2017. Monsieur Kwevi, quel est le principe finalement des obligations vertes ? Le principe... comment ça marche ? Comment ça marche ? Ça marche de la manière suivante. C'est l'État nigérian qui a besoin de fonds. Et il a plusieurs possibilités. Il pourrait s'adresser à la Banque mondiale, au FMI ou à d'autres bailleurs. Il n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'émettre des obligations. C'est-à-dire, il dit, mais voilà, prêtez-moi de l'argent, il y a des coupures, comme on dit, de tel montant. Moi, je vous rémunérerai à un délai qui est fixé, à un taux qui est également fixé. Parfois, dans certains pays, ça marche très bien. Ça permet à l'État de mobiliser suffisamment beaucoup d'argent en peu de temps. C'est peut-être, c'est sans doute le choix que le Nigeria a fait, surtout un Nigeria qui se trouve grand producteur du pétrole, qui se trouve confronté, comme d'autres pays, et d'ailleurs à la baisse du cours du baril, etc. Mais Monsieur Wilson, là, il s'agit d'obligations vertes. Hein. Oui, alors, les obligations vertes, ça reste un financement classique, mais la particularité, c'est quoi? C'est que ces obligations, ces capitaux-là vont donc aller dans le financement de structures qui, elles, seront en relation avec l'environnement. Et justement, ces 20 millions, exactement. Donc ces 20 millions, ces 60 millions d'euros qui sont demandés par le président Buhari iront principalement sur deux projets. Celle de pouvoir assainir, donc, je crois, ce sont les pays de l'Ogoni, où il y a une très forte production pétrolière et il y a aussi un désastre environnemental considérable, écologique aussi dans cette région-là. Et il y a aussi une partie de ce financement ira dans la construction d'une centrale, si je ne me trompe pas, d'énergie solaire ou thermique, quelque chose dans ce sens. Donc ce sont vraiment des financements qui vont pour pouvoir soutenir en tout cas des projets dans les filières vertes, comme on dit. Exactement, comme on peut le dire. Alors le marché des obligations vertes, Daouda, soulève quand même quelques critiques. Selon certains observateurs, il n'apporte aucune garantie aux projets supposés être financés. Qu'en pensez-vous ?
Bon, tout dépend de comment c'est monté. Ils apportent aucune garantie aux projets qui sont financés. Je ne comprends pas trop cette affirmation parce que, bon, une obligation, comme ça a été bien expliqué, l'État cherche de l'argent et vous dit prêtez-moi, je vous rémunère à un taux donné. Donc maintenant, si l'État réalise les projets qui sont prévus et qu'on ne tombe pas dans le cas tunisien qu'on vient de voir, à mon avis, il n'y a pas de problème. Donc un projet, c'est l'élaboration, c'est la mise en œuvre, c'est l'exécution, le suivi, l'évaluation. Si tout ça est respecté, je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème. Pour terminer, je dirais aussi, moi j'aime bien les obligations qui sont émises au profit de la population. Au lieu d'émettre sur le marché financier international et de financer à des taux 5-6% ou plus, de donner l'argent, l'État paye des intérêts à des agents économiques externes, extérieurs, autant dans le pays même, la population ou les entreprises privées peuvent souscrire, l'argent reste dans le pays. J'espère qu'il y aura une part pour ça. Monsieur Kouevi, très rapidement. Et très rapidement, pour dire que la garantie peut reposer sur deux facteurs. D'abord, sur le choix des projets qui vont être financés avec cet argent. La deuxième garantie va consister dans la manière de gérer ces projets-là, dans le sérieux avec lequel ces projets vont être gérés. Sinon, c'est une bonne chose, a priori, seulement qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le fait. Si tout cela est bien pensé, bien suivi, eh bien, ces obligations peuvent être disons, constitutive d'aubaine en termes économiques et en termes de création d'emplois et puis même de promotion, de production, de transport d'énergie aussi. C'est le thème qui nous a réunis aujourd'hui également. Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce mercredi sera consacrée à la diversification des sources d'énergie au Cameroun. Monsieur Sewa Wilson, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes banquier. C'était un plaisir de vous avoir. Monsieur Kouevi Amavi, merci également pour votre participation. Je vous remercie aussi, madame. Je rappelle que vous êtes professeur en finance à l'Université de Paris 1. À Paris 1, oui. Et Daouda, merci d'avoir été avec nous. Merci Grézella, plaisir renouvelé, partagé et bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.